Baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux de la Réserve fédérale le mercredi 17 septembre prochain. Un piège. Est-ce un piège dans lequel le marché est en train de tomber? Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, après une semaine de pause qui m'a permis de me reposer et de retrouver de la clairvoyance pour les marchés financiers. Et je veux, pour commencer cette semaine, traiter le sujet de la Réserve fédérale des États-Unis. Je n'évoquerai pas la géopolitique, tout le monde en parle, vous pouvez vous informer en regardant n'importe quel média d'information en continu. La haute finance américaine, elle, n'a Dieu que pour la Fed, n'a Dieu que pour l'espoir d'un Fed put, n'a Dieu que pour ce que fera la Fed le mercredi 17 septembre prochain, alors que Jérôme Powell est sous une énorme pression, alors que ça bouge au sein du FOMC. Le FOMC, vous savez, cet organe exécutif qui décide de la politique monétaire de la Fed, 12 personnes qui votent, et je vous rappelle que Jérôme Powell n'a qu'une voix, et qu'il n'a pas de droit de veto, et qu'il subit une pression maximale, et qu'il pourrait même subir une poursuite en justice pour les travaux réalisés au sein de la Réserve. Tout ça, bien sûr, c'est de la pression politique. Et le marché qui se prend à rêver. Alors, est-ce un espoir vain? Les girouettes sont de retour. Rappelez-vous, dans le dernier Fast and Forex, je vous parlais des girouettes fondamentales. Oui, ça me rappelle un ouvrage qui avait été écrit en France au début du 19e siècle pour parler des girouettes politiques. Et c'était intéressant parce que le bouquin des girouettes avait cette hauteur-là, et le bouquin des hommes politiques stables, dans leur perception des choses, était tout fin. Alors c'était à l'époque le personnage de Talleyrand, qui était mis en avant comme étant la girouette politique ultime. Bon, eh bien la haute finance fait aussi la girouette d'un chiffre macroéconomique à l'autre. Et oui, il y a à peine 3 semaines, la probabilité implicite de voir la Fed réengager le mercredi 17 septembre prochain la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, qui, je vous le rappelle, est en pause depuis décembre dernier, cette probabilité ne dépassait pas 20-30%. Et voilà que désormais, elle s'établit à plus de 90%. Bon, pourtant, Jérôme Powell est toujours là. Pourtant, Jérôme Powell, dans ses dernières communications, nous dit, pour lui, les tarifs douaniers vont créer de l'inflation persistante et non pas provisoire. Et pourtant, le marché a bien interprété la semaine dernière les chiffres de l'inflation CPI, il est vrai, stable en version nominale et globalement dans le consensus. Donc il n'y a pas cette seconde vague d'inflation. Mais êtes-vous surpris? Si vous suivez mes émissions, vous savez que j'ai toujours défendu l'absence de seconde vague d'inflation. Je suis content là de ne pas m'être trompé, mais c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que la désinflation est en pause. Bon, écoutez, le sujet, il est là. Alors, ce sera au-delà de l'aspect macroéconomique. C'est central, alors que le S&P 500 n'a jamais été aussi cher que depuis 2021, alors qu'il y a des excès partout, des accélérations partout. Bon. Le marché n'ira pas plus haut sans un pivot de la Fed, un pivot annuel, car la Fed n'a pas touché assez tôt depuis le mois de décembre 2024. Et autant vous dire que si le 17 septembre prochain, un nombre majoritaire au sein du FOMC, vous avez 12 personnes qui votent. On va tout reprendre. Je vais vous montrer qui sont ces 12 personnes. Quel est leur positionnement actuel? Y a-t-il un espoir? Non mais c'est bien beau de faire un scénario sur une baisse de taux en septembre prochain. Et pour qu'il y ait une baisse de taux, vous devez avoir 7 personnes qui votent pour et 5 qui votent contre. Minimum. Minimum. C'est 7. Il faut une majorité de 7. Sauf que la dernière fois, il n'y en avait que 2 qui ont voté pour une baisse de taux. Alors, où aller trouver ces 5 personnes? Qui dans le FOMC? Quelles sont ces 5 personnes? Alors, me direz-vous, vous avez entendu parler de M. Stéphane Miran, parlons français, qui rejoint le FOMC, nommé par Trump, en remplacement d'une personne dont le nom et prénom m'échappent, qui est parti, qui a démissionné. Ça fait 3. Il en manque 4. Il va falloir convaincre les neutres. Alors pour convaincre les neutres, ben, ça peut être Jérôme Powell. Jérôme Powell n'a qu'une voix, mais il a une influence sur les neutres du FOMC. Mais lui-même va-t-il craquer? C'est vrai que la pression commence à être sacrément forte sur lui.
et de la pression politique. On est dans de la manipulation politique pure. Bon. Alors nous, ici, nous allons faire les choses rationnellement. C'est-à-dire, première partie, l'idée, c'est est-ce un piège? Le marché, là, il est all-in, one way, 90% de proba, c'est sûr. Scott Bessent, le secrétaire américain entraîneur, nous dit même 2 baisses de taux d'un coup en septembre. C'est-à-dire 2 fois 0,25, ça fait 50 points de base, un jumbo Fed cut. Puis quoi encore? Bon. Tout est possible. Alors bien. Bon. Première partie, nous restons focus sur un scénario de 25 points de base de baisse de taux, 0,25%. Est-ce crédible sur le plan des fondamentaux? Ça, c'est ce que regardent Powell et les neutres. Pas d'influence politique. Ont-ils une bonne raison de craquer, entre guillemets, de se dire, bon, cette fois-ci, on va passer tôt? On va voir, ça sera la première partie. Deuxième partie, un scénario de baisse de taux le 17 septembre prochain. Est-il crédible sur le plan de la gouvernance? C'est ça, en fait, la clé. C'est ça, la clé. On ne va pas inventer les votes. Qui vote? Quel est l'état d'esprit de chacun des membres votants? Qui est sous l'influence de qui? Ce sera la seconde partie. On va essayer de faire notre petit jeu de prévision et trouver les noms de ceux qui pourraient voter pour une baisse de taux. Est-ce que ça passe? Il en faut 7. Il en faut 7. Ça en fait 5 à trouver. Troisième partie, là, on va se projeter en 2026, sauf si, avant cela, démission. Qui sera le prochain patron de la Fed? Et sera-t-il nommé avant la fin d'année, mais pour prendre ses fonctions qu'en mai prochain? Et nous allons jouer au jeu des petits noms. Je vais vous montrer les meilleurs outils de marché pour savoir. Quatrième partie, on se fait un tour analyse technique de tous les indices boursiers américains, c'est-à-dire pas seulement le S&P 500, mais le S&P 500, le Nasdaq, le Dow, le Russell 2000, etc., etc. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux de la Réserve fédérale des États-Unis est-elle crédible le mercredi 17 septembre prochain, alors que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, pousse pression maximale, et ça va au-delà de Donald Trump sur Jérôme Powell, le secrétaire au Trésor qui réclame carrément 150 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année, mettant en avant l'inflation modérée et le risque sur le marché du travail. Et les amis, passons en revue cela donc de manière construite, de façon ordonnée. Le plan de la vidéo, je vous l'ai donné à l'introduction. Je vous le remets ici. Encore une fois, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je ne parlerai pas de la géopolitique, l'actualité du moment. Ce n'était pas le sujet. Tout le monde peut s'informer de certaine façon. Je traite un sujet bien précis. Et le sujet de la Réserve fédérale des États-Unis. Après la première partie fondamentale, il y aura un gros point technique de dernière partie de vidéo où j'irai au-delà du S&P 500. Je vais couvrir tous les indices, notamment le Russell 2000, l'indice des small caps. Il y a des choses intéressantes que je relève sur cet indice US et en fait de manière générale, allons au-delà des stars de la tech, allons dans la profondeur et vous allez voir que le sentiment du marché reste bas. Malgré les nouveaux records la semaine dernière du S&P 500, le sentiment du marché reste bas. Et vous savez, dans un mouvement haussier, quand il y a du pessimisme dans le sentiment, c'est que le mouvement haussier a une bonne probabilité de se relancer. Première fois. Alors, première partie, une baisse de taux est-elle crédible? Mettons-nous, pour commencer, simplement, oublions la politique, la communication, mettons-nous pour commencer simplement dans la tête de Jérôme Powell, dans la tête de ce que j'appelle le camp des neutres. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Vous avez au sein du FOMC, le comité de politique monétaire qui décide de la politique monétaire à venir de la Fed, vous avez 12 personnes. 5 plus 2. Chacun vote. Et au sein de ce 10, plus 2, 5 et 5, 10, vous avez le camp des neutres qui décide de tout. Puisque vous avez les hawkish, les dovish, et le camp des neutres qui peut faire basculer la balance et atteindre cet objectif des 7 pour pouvoir envisager une baisse de taux. Ce camp des neutres, bien sûr, peut céder à la pression. Tout le monde peut céder à la pression, c'est une question de personnalité. Mais ce camp des neutres peut aussi justifier son choix en tenant compte des fondamentaux, à savoir la croissance économique, la consommation des ménages,
ça c'est important pour les perspectives de la croissance économique, le marché du travail aux États-Unis, et l'inflation, bien sûr, les données de l'inflation, et l'impact à venir des tarifs douaniers. Alors, vous allez voir en fait que globalement, sur la croissance économique, il y avait eu une première alerte en début d'année. Le marché s'est rassuré au second trimestre avec un rebond du PIB américain en croissance trimestrielle, mais en grande partie par un effet de stock, les entreprises faisant les stocks avant l'arrivée des tarifs douaniers. La consommation des ménages tient encore la route. Il y a une alerte orange sur le marché du travail, vous le savez, avec 3 mauvais rapports NFP consécutifs et un taux de chômage au plus haut depuis 2021, tant en valeur relative qu'en valeur absolue. Quant à l'inflation, vous le savez, elle n'est pas à l'objectif de la Fed. Et la désinflation ne tend plus vers l'objectif de la Fed. Alors, en revanche, et c'est ce qu'a montré le CPI la semaine dernière, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Vous avez ce que moi je décris depuis un certain temps, une désinflation en pause. La politique monétaire est censée anticiper. L'idée de savoir, est-ce que cette désinflation en pause est une phase transitoire avant qu'on reprenne plus tard la trajectoire vers 2% ou pas? Ou est-ce que les tarifs douaniers vont créer un effet persistant de cette désinflation en pause? Et c'est ça que pense Jérôme Powell. Et Jérôme Powell, lui, il ne veut pas, et vous savez, le camp des neutres au sein du FOMC. Pour qu'on envisage, pour qu'une baisse de taux soit envisageable, ce camp des neutres est sous l'influence directe de Jérôme Powell. Et lui, il n'a pas l'intention de craquer vis-à-vis de Trump. Sauf si, d'ici le 17 septembre, vous avez une seconde alerte orange sur le marché du travail. Et le prochain rapport NFP est publié le premier vendredi de la première semaine du mois de septembre. Alors, au stade actuel, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo, vous avez désormais, et ça me paraît excessif, je suis désolé, vous avez quasi plus de 95% de probabilité, donc selon l'outil CME Watch Tool, plus de 95% de probabilité d'une baisse de taux le 17 septembre, et rebelote une baisse de taux le 29 octobre, et rebelote une baisse de taux le 10 décembre. Le marché envisage donc 75 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Mais Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, lui, il dit que c'est normal d'en avoir 150. Scott Bessent, ça fait une semaine qu'il a changé sa façon de communiquer. Il va dans les médias partout pour dire en septembre, c'est 50 BP. Scott Bessent, il vote pas. Il n'est que le secrétaire au Trésor. Participe pas aux décisions politiques. Là, on est dans un jeu d'influence. Il n'y a plus que Trump. Avant, il y avait Donald Trump qui mettait la pression sur Powell. Ça s'élargit aux autres membres du gouvernement américain. Il y a vraiment une pression. Et cette pression, elle est faite pour faire basculer les neutres. Les neutres, je vais vous les montrer après. Ça, moi, ça me paraît, je dis pas un piège, j'ai fait exprès de choisir le titre de la vidéo, un piège. C'est pour faire du clic. Bon, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai ce tableau, je regarde tous les jours. Dès qu'il y a un chiffre, je vois les girouettes. Il suffirait d'avoir un très bon rapport NFP début septembre, 95 devient 10. Vous voyez? Attention à ne pas tout miser sur un scénario de baisse de taux. Ça aura peut-être lieu, pour des bonnes raisons, mais on va voir. Alors, pour le moment, ces bonnes raisons, c'est quoi? Effectivement, vous avez donc 7 236 000 chômeurs aux États-Unis, au plus haut depuis 2021. La courbe n'est pas bonne, même si ce n'est pas une vague inflationniste. Vous avez la poursuite de la tendance haussière du taux de chômage dit U6, qui tient compte vraiment des personnes qui ont même abandonné, qui ne cherchent plus de travail ou même du travail précaire. C'est vrai que la tendance n'est pas bonne, on est revenu à 7,9% au taux de chômage U6. Vous avez 3 rapports NFP consécutifs avec moins de 100 000 créations nettes d'emplois, et il est vrai qu'il faut 100 000 créations nettes d'emplois par mois pour pouvoir absorber seulement les arrivées dans la population active. Donc, il y a effectivement, sur les 3 derniers rapports NFP, mais plus particulièrement sur le dernier, une alerte orange. Est-ce que c'est suffisant? Le marché semble penser que oui. Alors que pourtant, il n'y a, d'un point de vue de l'inflation, aucune raison.
ce baromètre, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est l'inflation US PCE sous-jacente. C'est le baromètre que regarde la Fed. Et alors, il n'y a pas de vague d'inflation. Là, vous aviez la vague inflationniste post-crise sanitaire, mais vous avez une désinflation en pause à un étage trop élevé. Là, elle s'est mise en pause au deuxième étage. On peut envisager une baisse de taux au premier étage. Et le problème, c'est que les tarifs douaniers, là, sont implémentés depuis début août, donc ça va se voir à partir de septembre. Attention, ça négocie jusqu'à novembre avec la Chine. Donc on ne sait pas encore, au final, quel sera le tarif douanier qui sera appliqué à la Chine. Peut-être que ce sera annoncé avant le 10 novembre, mais vous avez une nouvelle date limite, vous le savez, qui est désormais le 10 novembre. Et donc, l'idée des neutres et de Jérôme Powell était de dire que ça ne permet pas une baisse de taux. Sauf si ça s'emballe sur l'emploi. Et encore, ça va batailler ferme. Ça va se jouer à une voix près. Pour envisager une baisse de taux en septembre prochain, ça va se jouer à une voix près. D'ailleurs, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit même que à la rentrée, le PCE Core monte à 3%. Bon, c'est 1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed. Alors, à moins d'une confirmation d'alerte orange sur l'emploi US au prochain rapport NFP début septembre, qui finirait par menacer la consommation des ménages, et c'est vrai que représenté par exemple ici par le taux de croissance des ventes au détail. Alors là je vous montre le PIB américain trimestriel. Le premier trimestre on s'est fait peur, là il y a un rebond au Q2, mais attention, c'est grâce à un effet de stockage, de restockage avant les tarifs douaniers. Donc c'est surtout le Q3, les chiffres du Q3 qui sont attendus, parce qu'il n'y aura plus cet effet restockage. Tout ça pour dire que fondamentalement, ce pari que fait actuellement le marché de 95% de probabilité de baisse de taux le 17 septembre, ça peut sembler un peu risqué. Mais regardons les choses encore plus factuellement. Baisser les taux, c'est obtenir un consensus au sein du FOMC. Vous avez sous les yeux le FOMC actuel. Vous avez sous les yeux les 12 personnes qui votent au sein du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Powell, Barr, Bowman, Cook, Jefferson, Miran, Waller, Williams, Goldsby, Collins, Musalem, Schmidt. Notez que Stephen Miran vient d'être nommé par Donald Trump et nous ne savons pas encore s'il pourra voter à la réunion du 17 septembre. Ça pourrait être plutôt octobre. L'administration Trump pousse à fond le Sénat pour que Miran puisse voter le 17 septembre, mais si ce n'est pas le cas et qu'il ne peut voter qu'à partir du 29 octobre, ça va être compliqué pour envisager une baisse de taux le 17 septembre. D'accord? Donc, pour envisager une baisse de taux le 17 septembre, actuellement, quel est le rapport de force? Vous avez 2 membres archidoviches, nommés par Trump, bien sûr, qui veulent une baisse de taux. Michelle Bowman et Christopher Waller. Ils sont 2. Lors du dernier FOMC, ils ont voté pour les baisses de taux. Il y avait 2 contre 10. Il en faut 7. Donc, il faut trouver 5 personnes. 5 personnes, vous avez donc Stephen Miran, qui a priori pourrait peut-être voter dès septembre, ça fait 3. Donc, il faut 4 personnes. Pour trouver les 4 personnes, on va taper du côté de ceux qui habituellement sont dovish, mais pas nommés par Trump. Et vous avez notamment donc Austin Goldsby, qui pourrait basculer. Nous sommes à 4. Il en manque 3. Et le problème, c'est que sur les 3 qui manquent, c'est taper dans les neutres. Et les neutres sont sous l'influence directe de Jérôme Powell. Donc vous dire qu'il est peu probable que Powell vote pour une baisse de taux. Attention, Powell a une voix. Alors bien sûr, si Jérôme Powell décide de voter pour une baisse de taux, il emmène avec lui Cook, il emmène avec lui Jefferson, il emmène avec lui Williams et il emmène avec lui Collins. Si Powell décide de voter, imaginons qu'il cède à la pression ou que les chiffres de l'emploi justifient. Là, on est bon. 3 plus 5, 8. Maintenant, si Jérôme Powell résiste et lui ne vote pas pour une baisse de taux, eh bien, les 4 neutres, là, vont-ils le suivre ou vont-ils prendre une indépendance de décision?
voyez donc que c'est vraiment pas gagné. Et les dernières communications connues de Jérôme Powell, c'est de dire les tarifs douaniers ont un impact persistant sur l'inflation. L'adjectif transitoire n'est plus utilisé. Alors qu'au contraire, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, lui dit c'est transitoire. On a une nouvelle opposition entre Jérôme Powell, patron de la Fed, et Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, ministre de l'économie. Donc, c'est bien beau d'envisager à 95% par la haute finance une baisse de taux en septembre, mais la clé, c'est ça. Il faut 7 votes en faveur d'une baisse de taux. Au stade actuel, 3 sur 7 sont garantis. Il faudra en trouver 4, sachant que la pierre d'angle de ces 4, c'est le vote de Powell, qui est souvent suivi par les neutres. Bon, les hawkish, j'en parle même pas, ils ne voteront pas pour. Vous avez 3 gros hawkish. Donc, qui eux considèrent qu'avec le niveau de l'inflation actuelle, sauf une alerte, pour faire basculer les hawkish, tout ça pour dire au final, qu'est-ce qui va compter? L'inflation, c'est mort, ne comptez pas sur des chiffres, ce sera au mieux stable. Donc, qu'est-ce qui peut faire basculer les membres du FOMC pour une baisse de taux en septembre? Ce sont des nouvelles alertes sur les statistiques de l'emploi, plus la pression politique, bien sûr. Plus la pression politique. Après, il peut y avoir une baisse de taux en septembre, et ce n'est pas forcément le point de départ d'une série de baisses de taux. Ce sera peut-être simplement une baisse de taux dite technique, juste pour s'ajuster un peu, pour voir. Et pas forcément l'enchaînement de baisse de taux, comme le réclame Scott Bessent. Il réclame 150 points de base de baisse de taux. Une baisse de taux, c'est 25 points de base. Donc lui, il veut un jumbo Fed cut en septembre. D'un coup, 0,50. Vous voyez un peu les oppositions du moment. Qui sera le prochain président de la Réserve fédérale des États-Unis? Jérôme Powell est en poste jusqu'en mai 2026. A priori, Donald Trump est censé nommer son successeur en 2025. Mais ce successeur ne prendra pas la place de Jérôme Powell avant mai 2026, sauf si Jérôme Powell démissionne de son mandat. Il peut démissionner, en ne résistant plus à la pression, cédant à la pression. Comment savoir? Alors, forcément, on peut y aller au doigt mouillé, donner des noms comme ça. Je voulais vous montrer un outil qui est très intéressant. Alors bien sûr, vous savez que Trump peut virer Powell pour faute grave. Je sais que là, il essaye plus ou moins de l'attaquer sur les travaux qu'aurait fait la Fed, qui seraient hors de contrôle sur un plan financier. C'est pas tellement suffisant, mais il étudie toutes les pistes pour essayer de le faire partir avant mai 2026, si Powell ne part pas de lui-même. Vous avez donc, vous connaissez le site Polymarket, site hyper utilisé aux États-Unis où on fait des paris sur tout et n'importe quoi. Et vous savez que ça avait été notamment hyper percutant et très pertinent pour la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Eh bien, ça évolue en temps réel, et vous avez donc actuellement une forte probabilité que Trump annonce le successeur de Powell cette année, 70% de probabilité que l'annonce se fasse avant décembre, et donc le candidat favori étant Christopher Waller. Christopher Waller, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est actuellement au FOMC, et il a toujours voté pour les baisses de taux. C'est notamment lors du dernier vote. C'est le candidat le plus probable. Parfois, on évoque même Scott Bessent, l'actuel secrétaire au Trésor. C'est peu probable, sachant que c'est Scott Bessent qui reçoit tous ces candidats pour choisir. Vous retrouvez aussi Michelle Bowman. Actuellement, vous avez Waller et Bowman, je vous avais montré, c'est les deux hawkish, les deux dovish. Donc là, vous avez les candidats potentiels à la tête de... Alors, imaginez que d'ici la fin d'année, Trump nomme Christopher Waller, mais qui ne prend pas sa place avant mai, mais il est déjà au FOMC. Est-ce qu'il va commencer à avoir une influence dominante sur les autres, alors que Powell restera en place? Ça va être hyper passionnant de savoir un peu comment ce jeu de pouvoir entre le président de la Fed jusqu'en mai prochain et le président nommé, entre guillemets, nommé mais pas encore en poste, qui va avoir le plus d'influence? Ça va être quelque chose d'intéressant à regarder. Et au stade actuel, c'est donc Christopher Waller, le candidat, qui a le plus de probabilité donc de remplacer Powell
l'année prochaine. Et nous terminons cette nouvelle édition du GAN par un tour d'horizon technique de tous les indices boursiers américains. Nous terminons par un point technique multi-indice boursier. Je vais commencer par le S&P 500, mes chers amis, je tiens aussi à couvrir d'autres indices américains. Pourquoi? Parce que vous savez que le S&P 500 est tronqué par le poids relatif trop important de la tech. Et vous allez voir que le S&P 500 équipondéré, le Dow Jones, eux sont en mode starting blocks sous leur record historique, et qu'il y a un début de rattrapage des small et mid cap représentés par le Russell 2000, avec un potentiel là aussi de rejoindre le record historique. Naturellement, ce potentiel de rattrapage sur le Russell 2000 se base sur les anticipations de baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux à la rentrée, et ce, alors que globalement, la désinflation est en pause, et que les tarifs douaniers commencent à agir sur les prix. Alors certes, cela peut être provisoire, mais tout de même. Bon, ce risque de piège, hein, je l'ai traité en première partie de vidéo. Alors, commençons par l'analyse technique du S&P 500. Vous allez voir que, écoutez, les voyants restent ouverts, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. En données mensuelles RS, en données mensuelles rien à signaler. Depuis, souvenez-vous, lors de ce choc boursier de fin mars, début avril, lié à l'annonce des tarifs réciproques, des tarifs douaniers réciproques, le pullback parfaitement réussi. Vous savez, l'analyse technique, certains en doutent, alors qu'elle déploie toute sa puissance sur les graphiques de long terme. C'était 1 point, 2 points, j'existe, confluence, ligne horizontale, ligne de tendance, impeccable, support majeur. Bon. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que en données hebdomadaires, l'horizon de temps reste dégagé. Alors, je suis assez content parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous propose des objectifs de vaccin, qu'un premier objectif a été fait, rappelez-vous, avant mon départ en vacances, et qu'il a en plus produit une petite consolidation, et ça semble repartir. Bon, alors nous verrons bien, hein. Mais en tout cas, ici, c'était une première cible à 6450 points, et effectivement, si cette cible finit par être dépassée, alors le marché peut prendre son temps, on peut continuer d'être rangy en dessous, mais ce que je veux dire, c'est qu'en données hebdomadaires, l'horizon de temps est dégagé, il n'y a pas de divergence, nous ne sommes pas en surachat. Et je vous rappelle donc cette cible des 6700 points, qui est la cible moyenne, médiane des analystes financiers, donc basée sur la valorisation boursière des entreprises du S&P 500. Là, je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé il y a un mois, vous expliquant à quoi correspondait cette cible. En données journalières, écoutez, la tendance est haussière au-dessus du premier support à 6418 points. Je suis sur le contrat futur S&P 500. Alors me direz-vous, qu'est-ce que c'est que ce support placé n'importe comment? Eh bien effectivement, il est placé n'importe comment, puisqu'il faut aller chercher ici le cours de clôture. Donc vous savez lire les bougies japonaises comme moi. Je le place ici parce que le cours de clôture le plus haut était bien ici sur la séance du vendredi 25 juillet. Et donc le marché a fait son breakout, ça passe. Donc tendance haussière à court terme, au-dessus des 6425 points. Si on repasse en dessous, on revient tester les 6250 points qui sont le point d'achat et derrière ça repartira. Dans tous les cas, la tendance de fond reste haussière tant que le marché se maintient au-dessus de son ancien record historique et 6160 points. Ça peut éventuellement prendre son temps. Dans tous les cas, les retours sur support sont des opportunités. Pourquoi? Parce que nous sommes très loin de l'euphorie. J'ai été complètement étonné de prendre connaissance du dernier sondage de l'AAII. Le réservoir des vendeurs se remplit. Les particuliers doutent à mesure que le marché monte. Et tant que les particuliers ne sont pas dans l'euphorie, nous ne sommes pas proches d'un top majeur. Donc cela va dans le sens de même que la représentation via l'analyse quantitative, où le pourcentage d'actions au-dessus du S&P 500, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours dans le S&P 500, n'est pas en zone rouge. Les autres marchés, notamment le Dow Jones et le S&P 500 équipondéré, sont en mode starting blocks sous leur record historique, avec des patterns ici qui prennent la forme d'une structure en épaule, tête-épaule inversée de continuation. C'est-à-dire le jour où le dos fait sauter cette résistance, on la voit très bien ici, la pattern en données de manière, le jour où ça saute, il y aura un rattrapage de la profondeur des actions par rapport à la tech, et c'est exactement actuellement aussi le cas de figure du Russell 2000, où laissez-moi vous montrer un golden cross sur le Russell 2000, moyenne mobile à 50 au-dessus de la moyenne mobile à 200, équivalent au Golden Cross que nous avions eu en décembre 2023. Cela laisse envisager que le Russell 2000 soit capable de remonter au contact de son record historique, 2460, ça fait quand même un upside intéressant. Et tous les retours sur support sont à prendre. Donc je pense que là, nous avons un rattrapage des small et mid cap vis-à-vis des stars de la tech.
Chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine. Merci de m'avoir écouté.